La séance sera enregistrée. Vous trouverez un lien streaming qui vous permettra de visionner sur les pages Facebook de Lyra et 3Shape. Comme ça, vous pourrez revoir à nouveau cette session du jour. Pour les questions que vous souhaitez poser, il y a un onglet marqué QR situé en bas de votre écran. C'est ici que vous pourrez les poser. Donc, il n'y aura pas de questions à l'oral, ce seront que des questions écrites. Les équipes présentes et créatrices de ce webinaire, de cette session live, tâcheront d'y répondre du mieux qu'elles peuvent. Parfois, ce seront des réponses à l'écrit, parfois, ce seront des réponses à l'oral. Notez bien que les questions d'ordre commercial ne seront absolument pas abordées lors de cette session. On peut voir désormais le sommaire. Donc, le sommaire, voilà. Donc, aujourd'hui, on va voir l'empreinte implantaire grâce à Profit Designer et Physio, à savoir une solution de transfert numérique, les secrets d'un pilier intelligent. Donc, je ne vais pas vous lire le sommaire, hein, vous le voyez, et puis vous le verrez au fur et à mesure de cette session. À savoir que moi, je suis Paul-Louis Clergeau, donc je suis formateur chez 3Shape depuis maintenant 4 années et prothésiste dentaire de formation. Nous avons aussi la chance d'avoir Cédric Lancieux, qui est le directeur recherche et développement 4CAM de chez Lyra ETK. Et bien sûr, en présentateur officiel et principal, le docteur Jacques Chélus, qui va se présenter à vous tout de suite. Voilà. Bien, merci Paul-Louis. C'est bon? Est-ce qu'on me reçoit? Oui. Oui, c'est bon Paul-Louis. Bon, ben, bonsoir à tous. Bienvenue en Haute-Savoie, aux portes de Genève. Et je suis installé ici depuis 1997, comme on dit là, de l'autre côté de la vitre. Et je suis aujourd'hui assisté par ma collaboratrice, Maëva Verlet, qui aujourd'hui tient le manche de la caméra. Merci Maëva pour ta participation. Elle est plus spécialisée elle, dans la partie paro avec une formation en cours à Munich auprès des docteurs Hurzeler et Tour. Et puis, je vais être assisté par donc Virginie, mon assistante, et je remercie déjà ma patiente qui se prête au jeu du live, ce qui n'est pas un exercice très facile. Merci à vous. Donc, on revient vers vous dans un quart d'heure, les filles, le temps de présenter. Voilà, donc l'activité du cabinet est une activité d'omnipratique avec principalement la reconstruction globale complète en esthétique du sourire, en implantologie. On essaye de faire le panel complet. Et puis, alors, on va avoir aussi aujourd'hui effectivement la chance d'avoir Cédric Lancieux, le directeur du département recherche et développement chez Lyra ETK. Donc, je vais rejoindre Cédric. On va faire ça très pro comme sur un plateau. Alors, voilà. Bonjour. On va couper mon micro. Voilà. Bien. Alors donc, je vous présente Cédric Lancieux. Bonjour Monsieur Lancieux. Bonsoir. Est-ce que c'est bon Paul-Louis pour toi? Est-ce qu'on a le retour sur les slides? Oui, on a le retour sur les slides. Ok, d'accord. Donc, on va présenter aujourd'hui un partenariat qui se fait depuis maintenant. C'est mon ordi, hein, le retour écran, je vais enlever ça. Donc, du coup, c'est un partenariat avec, entre 3Shape et Lyra ETK au sujet d'un pilier que j'apprécie beaucoup, ça vous le savez pour beaucoup. Et donc, pourquoi ce flux 3Shape? J'ai piqué cette slide à mon ami Thibaut Casas, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est effectivement, en termes de matériel et de logiciel, probablement celui qui développe la meilleure ergonomie, en tout cas que j'apprécie énormément. Et puis surtout, quelque chose que j'affecte tout particulièrement, c'est qu'aujourd'hui, on travaille avec cet outil-là sur un flux numérique ouvert. Et pour ceux qui ont déjà un peu d'expérience, ce n'est pas indéniable, c'est un avantage de pouvoir partager ces fichiers vis-à-vis de tout le monde, les prothésistes, partager avec beaucoup de logiciels. Voilà. Donc ça, je vous inviterai à revoir éventuellement sur le workflow, la conférence de Thibaut Casas qui avait eu lieu pendant le confinement, le 24 mars. Et puis, il a écrit aussi un très bel article, là, a priori, c'est publié depuis le 30 septembre dans le fil dentaire, je crois, et où il parle très bien, effectivement, de l'efficience du numérique, de l'outil numérique. Alors, aujourd'hui aussi, on peut parler d'un autre replay qui m'intéresse aussi particulièrement, parce que ça, vous pouvez le revoir, celui du 26 mars, parce que celui-ci va parler de différents systèmes de piliers, différents systèmes d'empreintes, avec les avantages et les inconvénients. Donc, tout ça pour effectivement simplifier le process prothétique. Vous avez
certainement entendu parler de différents systèmes. Et aujourd'hui, le problème, on ne va pas parler trop de concurrence, mais le problème principal se situe notamment au niveau de l'empreinte, au niveau des transferts, au niveau effectivement de la concurrence, au niveau des systèmes fermés. Et moi, si j'ai développé, j'ai contribué à développer un système, le système ePhysio, c'était toujours dans l'unique but de pouvoir l'utiliser avec mes laboratoires. Donc là, je m'arrête sur un point très particulier sur lequel Bertrand a insisté. Il est préférable d'aménager un profil d'émergence anatomique et adapté le jour de la chirurgie. Alors ça, c'est pareil, j'y suis très attaché parce qu'effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce concept-là. Notre chirurgie sera beaucoup plus prédictible, notre résultat esthétique sera beaucoup plus prédictible si le jour de notre chirurgie, nous allons déjà designer le shape de la gencive. Autre slide que j'ai piqué à Thibaut. Vous allez me dire, je n'ai pas fait grand-chose, j'ai tout piqué à mes amis. Donc là, en fait, pour montrer que déjà, lui, avait travaillé sur effectivement des piliers anatomiques qui étaient après fixés sur des T-bases. Et vous verrez, quand je vais vous expliquer un petit peu le fil de l'évolution du physio, qu'en fait, c'était effectivement aussi le principe de départ. Alors, pour ce qui est du concept, effectivement, la conclusion de Bertrand, on en arrive au physio, c'est trouver un concept qui nous simplifie la donne, qui soit scannable, bien évidemment, qui minimise le nombre de rendez-vous, qui nous permette de minimiser également les manipulations tissulaires par le fait des insertions, désinsertions des outils supraimplantaires. Et puis, bien sûr, après, il y a la notion de coût, et c'est d'essayer de minimiser le coût en minimisant le nombre de pièces. Alors, en fouillant, bien sûr, depuis le confinement, je suis comme un peu tout le monde beaucoup sur les réseaux et j'apprécie beaucoup certaines publications de confrères qui travaillent énormément sur le workflow et qui proposent des designs préparés numériquement sur des logiciels comme Trichep, où ils vont faire des piliers anatomiques pour optimiser l'émergence. Et là, par exemple, ce sont les publications de Laurent Thierry que je trouve très, très belles, avec des piliers anatomiques qui sont magnifiques. Mais reste, ceci dit, un problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas scannables. Pareil, du coup, Mohamed Bekaoui aussi, qui travaille aussi sur des piliers anatomiques designés, pareil, sur un plan studio, et ça associé au concept SSA. Vu aussi un pilier complètement usiné en titane, un pilier anatomique usiné pour, pareil, favoriser une belle émergence supra-implantaire, mais toujours avec ce même inconvénient d'être non scannable. Et puis, bien sûr, je ne pouvais pas ne pas citer Gary Finel. Et si je le cite à la fin, c'est parce que j'ai une petite surprise, bien évidemment, en fin de présentation. Et c'est tout simplement une réponse à une promesse que je lui avais faite. Donc, le procédé de fabrication du SSA, vous l'avez d'ailleurs dans le dernier Titane qui est apparu en juin et qui est un superbe article, recommandable. Voilà. Alors, je vais vous présenter l'ePhysio. Donc, l'ePhysio, il a été... la première version, tu me dis si je me trompe, parce que si vous avez des questions, c'est plus après technique, c'est plus vers Cédric qu'on se tournera. Mais le premier ePhysio date de 2014 sur un travail qui n'est absolument pas le mien. C'est celui, on va rendre à César ce qui est à César, c'est celui de Gianmarco Morello, qui est dentiste de l'autre côté de la frontière, l'autre frontière, côté italien, à Turin, en partenariat avec Cédric. Et donc, c'était le début déjà, là où il cherchait à faire un pilier qui soit à la fois un pilier anatomique, qui fasse déjà un shaping plateforme, et puis ensuite qui soit scannable. Et ça, c'était effectivement la condition requise. Et donc, en 2015, et ça tombait bien, parce que moi, je commençais à me mettre dans l'outil numérique en 2013, ma première acquisition de caméra, une Trios 2 chez Trichep. Je ne m'imaginais pas encore prendre des empreintes implantaires avec, mais très rapidement, finalement, en 2015, j'ai eu l'opportunité de croiser Cédric, qui m'a proposé de tester ces piliers, qui étaient très intéressants. Et vous voyez qu'on retrouve l'idée de Thibaut Casas aussi, qui est de tout simplement ajouter sur un T-base une sorte de capsule qui là était en polymère, qui va avoir une forme anatomique préétablie et qui va nous permettre d'avoir, suivant 3 formes à la base, de reproduire les émergences des principales dents de l'arcade et qui va être reconnaissable numériquement par le logiciel.
Donc voilà le premier cas clinique en 2015. Donc ça a apporté quand même pas mal de satisfaction. Et si on doit faire déjà un résumé de ceci, alors ça c'était associé avec une caméra Trios et on avait déjà des résultats qui pour moi étaient assez bluffants en termes de précision et d'ajustage. Donc ça m'avait conforté sur l'idée qu'il y avait forcément quelque chose de bien à faire avec cet outil-là, si ce n'est qu'on avait donc validé le fait que le shaping profile était efficace, on avait une belle émergence. Au niveau du scan body, c'était tout à fait acceptable et même très précis, je trouve. En tout cas, pas moins précis qu'une empreinte conventionnelle. Et au final, il y avait juste un petit bug qui était le fait du clipsage de cette sorte de capsule qui avait tendance, sous la pression des fibres circulaires parodontales, qui avait tendance quand même à se déclipser, à se déloger. Donc, il fallait régulièrement voir les patients pour leur appuyer un petit coup de pouce dessus. Et puis surtout, on perdait probablement aussi peut-être une information au moment de la prise d'empreinte si jamais ça avait bougé. Associé à cela, en plus, il n'était pas radio-opaque, donc on n'avait pas moyen de contrôler s'il était bien inséré. Et puis, il servait aussi à faire des provisoires, ça nous faisait des belles provisoires, sauf qu'une fois qu'on avait ajouté de la résine sur cette base-là, on perdait l'information, on perdait la possibilité de scanner ce pilier. Donc, du coup, moi, mes demandes après auprès de Cédric, après quelques gribouilles, c'était de lui dire, OK, très bien, mais moi, je veux quelque chose de plus monobloc, un design effectivement un petit peu plus doux, et puis la possibilité d'en faire un pilier provisoire, tout en restant scannable. Et puis, par magie, après 2 ans d'essais avec des piliers en pic, qui étaient déjà pas mal, Cédric nous a sorti avec son équipe ce magnifique petit plug métallique qui est, ça paraît rien, mais qui est en fait une bête de course. C'est un pilier en titane revêtu d'un oxyde de zirconium, à la fois pour des raisons de compatibilité, pour limiter l'adhésion de la plaque bactérienne, et puis aussi pour être scannable, pour être correctement lu par les caméras. Donc ça, depuis 2017, ça en devient un pilier qui aujourd'hui est largement diffusé. Je pense que ça commence à vraiment faire le tour de France et du monde, je ne sais pas encore. Et plus. Ouais. Donc, tout le monde, pour revenir sur les empreintes, tout le monde a connu ces émergences cylindriques et puis les transferts classiques avec des empreintes en polymère pour finalement, au tout début de l'acquisition de ma caméra, travailler après avec ce qu'on appelle des scan body. Donc ces scan body sont relativement efficaces en termes de fiabilité. Ils étaient un poil douloureux pour les patients au moment de l'insertion des insertions. Ils avaient un léger pincement. Mais l'avantage, c'est qu'ils étaient facilement scannables avec les caméras, notamment avec la Trichep. Mais on perdait une information, il nous manquait une information, c'était celui effectivement du design de la gencive qu'on devait, que moi j'aime bien modeler avec une provisoire. Donc finalement, on a fait comment ça se passe maintenant sur le logiciel. Si on travaille avec un scan body, si jamais on a fait une provisoire, on va être obligé effectivement de démonter la provisoire pour pouvoir lire d'abord le profil d'émergence. Ça, c'est la procédure, on va dire, classique, qui est prévue d'ailleurs sur le logiciel, sur le carte. Et puis ensuite, une fois qu'on aura pris cette empreinte du profil d'émergence, on va mettre en place un scan body et reprendre une deuxième empreinte du scan body en place. Voilà. Donc, ce qui fait que c'était quand même un inconvénient, c'est que ça obligeait à des manipulations de pièces. On ne s'affranchissait pas encore de ces manipulations. Et puis, toujours avec un double scan, même si ça ne prend pas beaucoup de temps. Et donc, on a des empreintes qui ressemblent à ça, donc avec les 4 étapes au cours de la séance. La première étape qui concerne effectivement le dévissage du pilier de cicatrisation. Une fois que le pilier était dévissé, on fait donc l'empreinte du profil d'émergence, empreinte dans une 3e étape du scan body, et puis revissage du pilier de cicatrisation. Alors, je ne vais pas tomber dans la littérature, à savoir s'il faut ou pas manipuler les pièces implantaires, quels sont les risques, quelles sont les lésions. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a de vraies études avérées là-dessus, mais personnellement, je pense que moins on va mobiliser les tissus supra-implantaires, mieux on se porte et mieux on sera, surtout sur des zones esthétiques, plus on sera stable. Et puis, on avait l'inconvénient, effectivement, avec ces piliers cylindriques et puis ces scan body, de sortir des émergences qui étaient effectivement aussi parfaitement cylindriques,
qui, dans l'absolu, ressemblait quand même à quelque chose une fois qu'on travaillait avec des piliers personnalisés pour essayer de minimiser la compression tissulaire, et puis après avec l'adjonction d'une couronne par-dessus, mais qui personnellement m'apportait pas de satisfaction, puisqu'on voit très bien qu'il y a les gaps interdentaires qui favorisent les bourrages alimentaires. Alors donc, on peut se dire que sur des secteurs postérieurs et en motivant bien les patients aux brossettes, ça peut passer, mais certainement pas sur des secteurs antérieurs. Et puis, on va tailler avec les laboratoires pour ne pas avoir ce genre de design comme on voit sur la figure de gauche. Et donc, on leur demandait quand même de forcer un petit peu la gencive pour avoir un design un petit peu plus tulipé et plus anatomique. Donc du coup, si je dois choisir aujourd'hui, très clairement, c'est sûr qu'entre les deux images, je préfère sincèrement l'image de droite. Et donc, l'idée du physio est bien d'avoir une pièce prothétique qui soit au niveau de son embase, la réplique parfaite du pilier physio qui aura imprimé les tissus. Et on va ainsi finalement créer, grâce à ce pilier, un berceau prothétique qui va être comme un écrin par rapport à la prothèse, où entre le moment où on va dévisser ce pilier et le moment où on va visser la prothèse, on n'aura absolument aucune manipulation des tissus, et ces tissus-là vont logiquement se tenir à la même distance puisqu'on ne change pas leur support. Donc après, on avait sur une photo de gauche un physio D2 qui est venu plus tardivement, c'était quoi, 2018-2019 2018. Parce qu'à droite, vous voyez qu'on a un petit peu triché sur la position du physio de droite, qui est un physio de type B, qu'on avait fait tourner d'un quart de tour pour pouvoir lui donner un logement un peu plus forme prémolaire, et pour avoir des papilles un petit peu plus marquées. Mais aujourd'hui, si je dois choisir, je préfère maintenant le physio D2. Donc on retrouve ces 4 profils-là qui sont proposés et qui se répartissent assez simplement entre des profils incisifs, des profils molaires assez reconnaissables, et puis après pour les prémolaires, on va avoir celui qui est un petit peu échancré en mésiodistal ou celui qui est une forme B qui va lui être comme une sorte de petite molaire, et on va jongler avec ces formes-là pour que par exemple sur une incisive, il peut arriver sur une incisive avec une base un petit peu large qu'on utilise un forme B par exemple. Donc ça après, ça va être l'œil du praticien, l'expérience du praticien qui va faire son choix. Et on va avoir aussi un super outil qui a été mis à disposition, qui est cette boîte stérilisable de faux piliers, en fait, de piliers test, qui nous permet de jauger la bonne morphologie et la bonne hauteur du pilier qu'on ira placer lors de notre chirurgie. Alors, docteur, on a une première question d'un participant qui dit qu'il apprécie beaucoup l'e-physio, mais qu'il arrive souvent à des réalisations en sous-occlusion. Est-ce que vous auriez peut-être, enfin même systématiquement, quasiment systématiquement, des réalisations en sous-occlusion? Est-ce que vous avez une petite astuce pour ça peut-être? La réalisation prothétique ou la... Il n'a pas dû revisser les physios avant de scanner. Ouais. Alors oui, Cédric a raison. Je pense qu'il peut y avoir deux choses, hormis un paramétrage après du laboratoire. Mais s'il s'agit de la prothèse définitive qui est en sous-occlusion, ça veut dire qu'à ce moment-là, son ephysio au moment du scannage n'était pas à fond. Et vous verrez dans les diapos suivantes, c'est quelque chose sur lequel j'insiste bien. C'est-à-dire que le physio sert de scan body, et comme on ne le démonte pas, il faut quand même par contre vérifier qu'au moment de l'empreinte, il soit complètement inséré dans l'intrado de l'implant, et ça tout simplement avec un tournevis. Et vous verrez tout à l'heure, c'est ce que je vais faire tout à l'heure au fauteuil, c'est systématique, c'est-à-dire qu'on va faire un contrôle radio et un contrôle vissage. Très bien, merci beaucoup. Donc du coup, après, pour parler de la caméra, effectivement, on va scanner les physios et transmettre cette donnée-là au laboratoire, qui lui, tout simplement, par un matching de surface, va pouvoir positionner le clone numérique de l'e-physio. Donc il y a une information importante à donner au laboratoire, bien sûr, c'est le type d'e-physio qui a été posé, même si on peut l'imaginer haute, et même s'il y a une liste de couleurs, un code couleur, c'est toujours plus sympa pour le labo d'être sûr du bon e-physio. Donc par matching, le laboratoire va pouvoir effectivement repositionner son profil d'émergence sur son empreinte numérique, et le labo n'aura plus qu'à dessiner finalement son contour prothétique autour de cet e-physio. Donc pour ce qui est de l'empreinte numérique,
maintenant, sur l'empreinte numérique associée au iPhysio, vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a qu'une seule étape, en fait. Cette étape-là, il s'agit juste de passer sa caméra sur l'iPhysio, sans le dévisser, sans rien. Et ce n'est qu'au deuxième rendez-vous, lors de la pose de la prothèse, où là, nous dévisserons les iPhysio, et la prothèse sera posée directement après. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'intérêt, c'est d'avoir une parfaite stabilité des tissus, aucune surpression, et on va se garantir comme ça du soutien des papilles tel qu'on l'avait designé avec le iPhysio. Alors, je vais vous présenter le cas clinique. Il ne faut pas trop faire patienter la patiente. Mais d'abord, juste pour évoquer deux concepts chirurgicaux que j'utilise systématiquement en chirurgie. Le premier, c'est celui de la dual zone thérapeutique concept qui a été décrite par Stephen Chou, par Denis Tarnot et Maurice Salama, qui tout simplement favorise la mise en place d'un implant immédiat en extraction et implantation immédiate si c'est possible, et surtout avec deux postulats. C'est que la première chose, c'est que l'implant permet de soutenir les tissus durs et que le pilier ou la provisoire va permettre de soutenir les tissus mous. Et donc c'est ça qui va nous servir d'échafaudage et qui va nous garantir la stabilité des tissus. Et le deuxième concept qu'on retrouve dans le papier qu'a écrit Eric Rompen en 2006 dans Clinical Oral Implant Research, c'est tout simplement d'avoir une étanchéité supra-implantaire, une étanchéité des tissus mous. Donc là, typiquement, sur la patiente qu'on va voir aujourd'hui. Il s'agissait d'une extraction-implantation immédiate et on a comblé le gap alvéolaire, le gap osseux, avec un os de banque et on a étanchéifié tout ça avec notre coiffe physio la mieux adaptée possible. Et vous allez voir qu'on a même utilisé encore un autre artifice. Donc la patiente, c'est une patiente, on l'appellera Pamela Rose, bien sûr pour des raisons de confidentialité. C'est une patiente qui a 40 ans, qui est venue me consulter pour une légère douleur à la pression et un début d'inflammation parodontale. Elle a, on le voit sur sa radio, une résorption radiculaire sur à peu près 2/3 de sa racine et elle ne présentait pas de tissu parodontaux affectieux à ce stade-là. On a fait une extraction atraumatique. On a irrigué avec de la bétadine, on a traité les tissus inflammatoires avec du laser, et ensuite, à l'aide d'un guide chirurgical, on a posé un implant Naturactis pour ce cas-là, pour avoir un ancrage fort, et un iPhysio qu'on aura revêtu d'un poncho de PRF pour assurer l'étanchéité autour des tissus, et au-dessus du gap alvéolaire qui a été comblé avec un os de banque. Donc voici la radio de la situation initiale. Donc ça, c'était le 1er juillet, le jour où je l'ai opéré. Donc voilà le site opératoire avec débridement, mise en place de l'implant et mise en place du iPhysio. Alors là, vous voyez que la largeur dans l'axe, dans le sens vestibulo-lingual était un poil un petit peu étroit. Donc j'ai mis mon PRF en écharpe autour des iPhysio et là je me suis permis aussi de rajouter une demi-provisoire, on va dire, pour être sûr qu'elle ne vienne pas dessus. Surtout qu'on peut partir de l'idée quand même que l'étiologie, la cause de cette résorption radiculaire était probablement de cause occlusale. Avoir la radio avec ces images en barreau d'échelle. Donc surtout, je ne voulais absolument pas qu'elle ait d'appui dessus. Donc c'est une sorte, on est entre une provisoire et du SSA finalement. Et le but de cette demi-provisoire était tout simplement de protéger, d'étanchéifier mes tissus supra-implantaires. Donc ça, c'est le jour de la chirurgie. Hein. C'est assez facile avec le concept iPhysio d'aller préparer cette petite pièce provisoire qu'on va venir clipser sur l'iPhysio. Et donc ça, c'est le 15 juillet, c'est donc, il n'y a pas de suture, j'allais dire à la déposer des sutures, c'est flapless, enfin c'est flapless, c'est même sans suture, c'est la post-extractionnelle, et avec donc une cicatrisation parodontale déjà à 15 jours qui était assez jolie. Et puis voilà, ça c'est la photo d'aujourd'hui, alors la date est fausse, mais ça c'est la photo qu'on vient de prendre, que Maëlle a prise tout à l'heure, qui est la situation du iPhysio maintenant en place telle qu'elle, et dont on va prendre l'empreinte tout de suite. Donc voilà la radio initiale, voilà la radio d'aujourd'hui avec l'implant et son pilier physio en place. Donc ça c'est la radio à 3 mois.
Et aujourd'hui, donc, on va scanner ce e-physio avec comme prérequis, et ça c'est important, on va insister en salle de tout à l'heure, de bien faire un contrôle radiologique, bien vérifier que l'e-physio soit correctement emboîté dans l'implant et toujours donner un coup de tournevis pour vérifier éventuellement qu'il n'ait pas eu pris du jeu, parfois par mastication du patient ou tout simplement par pression des tissus. Donc logiquement, le laboratoire aurait tendance à faire sur une empreinte conventionnelle une forme tulipée pour créer une émergence prothétique. En fait, là, vous verrez que sur le CART, on va délibérément choisir de maintenir ce profil d'émergence, on va garder ce profil d'émergence e-physio, et tout simplement, dans l'onglet à droite, on va ici décocher l'émergence profile. On n'a pas besoin de ce profil d'émergence puisqu'il est donné par l'e-physio. Mais vous voyez que le logiciel, par défaut, déjà le propose. Donc là, c'est systématique. Non, on va le décocher. Après, l'option de faire une empreinte de pré-préparation, c'est une belle option. Qu'on peut faire quand, par exemple, en extraction implantation immédiate, on veut reproduire exactement la morphologie de la dent initiale, c'est-à-dire qu'on peut garder cette empreinte de côté, et puis au jour J, le jour de l'empreinte implantaire, rajouter l'empreinte implantaire à cette empreinte de pré-préparation. Ça va nous servir aussi à faire parfois des provisoires immédiates. Je sais qu'il y a des aficionados de la CFAO au cabinet. Donc, c'est un bel outil aussi pour ça. Et à ce moment-là, on fera juste une copie de la dent initiale. Et puis, donc ici, vous verrez à nouveau une notion importante qu'il faut retenir, c'est dans les commentaires, bien noter la référence d'e-physio pour sauver votre labo d'une moindre erreur d'interprétation de la hauteur. Donc pareil, si le labo bosse avec un physio qui n'est pas de la bonne hauteur par rapport à ce qui a été posé, vous imaginez bien qu'on peut se trouver en sur- ou sous-occlusion, comme posait la question le praticien tout à l'heure. Ça peut être aussi une des causes. Mais là, on a vraiment un écart à ce moment-là qui est de l'ordre du millimètre ou 2 millimètres suivant les types de physio. Merci de préciser, oui, excusez-moi docteur, mais merci d'avoir précisé que cette partie commentaire dans le remplissage du bon de commande est extrêmement importante parce que souvent beaucoup de praticiens l'oublient en fait. Ça permet vraiment que ça apparaisse pour le prothésiste dentaire quand il recevra l'empreinte dans son dental system 3Shape. Voilà. Ouais, je pense que c'est une notion importante parce que c'est un peu la notion du double check, c'est-à-dire que nous, on doit transformer. Le labo doit pouvoir reconnaître les physios par le biais des scans couleurs parce qu'il y a une vis de couleur, mais autant lui transmettre l'info, c'est quand même mieux. Et ensuite, il y a la position de l'implant qui est importante. Il ne faut pas oublier que c'est un pilier qui est indexé, donc il donne finalement aussi l'axe de l'implant dans son sens de rotation, on va dire. Et donc, il faut, je me trompe peut-être, mais suivant les marques d'implants, je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à utiliser cette indexation-là et qui ont du mal à positionner leur e-physio. Alors, ça c'est plus sur des implants qui ont des trilobes ou des choses comme ça, j'ai l'impression, ou qui ont des spires plus agressives où la moindre tour de clé fait bouger effectivement et va influencer la position du e-physio de façon énorme. Moi, tout simplement, mon détrompeur au moment de la pose de l'implant, c'est que le méplat doit être en vestibulaire. Et à ce moment-là, je suis sûr que mon e-physio sera correctement orienté. Ça va, C'est simple. Ouais. C'est ça. Voilà, autre notion qu'on doit renseigner sur la fiche du patient sur le CART, sur l'empreinte, ça va être donc toutes les infos cliniques. Donc on va choisir le type d'acte, de couronne, tout ça. Donc ça, vous allez voir également, et c'est Cédric qui vous le présentera. C'est Cédric qui va vous le présenter tout de suite, là, le temps que on aille s'installer en salle de soins, et il va vous expliquer comment utiliser le logiciel pour sa première partie, c'est-à-dire partie au cabinet, et puis dans un deuxième temps, une fois qu'on aura fini l'empreinte, il vous expliquera comment ça se passe au laboratoire, comment utiliser cette empreinte. Voilà, donc on va passer la parole à Cédric. Je te donne ça. Nous, on va aller en salle de soins. Merci Cédric, à tout de suite. À tout de suite. Donc, on va enchaîner sur les différentes étapes de scannage qui vont se passer au cabinet. Donc, la première étape est le bon de commande. Ça commence par le choix du laboratoire chez qui vous allez envoyer votre cas. On enchaîne ensuite sur le choix de la reconstruction. Donc là, par exemple, on va choisir une couronne transvissée.
la marque du système implantaire, donc ça peut être Eurotechnica, le type d'implant, sur le type d'implant, le type de connexion, la matière qui va être utilisée pour faire la couronne et la teinte, bien entendu, de la couronne. Voilà, donc ça va être les informations qui sont importantes pour le prothésiste. La date demandée au niveau de la pose, et puis on va décocher le scan du profil d'émergence puisque ce n'est pas nécessaire, puisque c'est donné par l'IPhysio, et surtout les commentaires où là on va indiquer qu'en 36 on a un IPhysio C2 et en 34 on a un IPhysio D2. Une fois que c'est fait, on peut passer à l'étape de numérisation. Et donc, le premier scan est le scan donc, du scan body, hein, puisque l'IPhysio a cette double fonction avec le scan body. Et donc, on va scanner. Alors, j'en profite pour intervenir un petit peu. Quand on scanne un scan body, toujours, on suit le même protocole, c'est-à-dire qu'on va commencer par scanner en occlusal, et ensuite, suivant si on se trouve au niveau maxillaire ou mandibulaire, on va enchaîner sur la partie linguale et vestibulaire. Voilà. Sachant qu'on peut aussi, là on présente dans la vidéo qui tourne sur une empreinte complète, vous verrez tout à l'heure, le docteur Chalus, lui, le fera sur une hémi-arcade. Sachez que c'est faisable aussi sur une arcade complète, bien sûr. Exactement. Merci pour le petit complément. De rien. On passe à l'antagoniste. Scan de l'antagoniste, bon, l'arcade complète ou une demi-arcade, hein, suivant le cas. Ce qui va vraiment être déterminant, c'est là, on voit bien que les restaurations, elles sont. Si on avait eu des restaurations en antérieur, dans ce cas-là, on va vraiment avoir besoin d'une arcade complète. Si jamais c'est une restauration en postérieur, les mi-arcades pourraient suffire. L'important ensuite, c'est au moment du scan de l'occlusion de ne pas se tromper de côté, bien sûr, quand on fait une arcade complète ou quand on fait une mi-arcade, parce que c'est des erreurs qui peuvent souvent arriver sans faire exprès. Bon, après, on s'en rend vite compte, mais voilà. Voilà. Contrôle. Oui. Ok, c'est tout bon pour toi. Et derrière, on va pouvoir envoyer au laboratoire. Voilà. Jacques, qu'est-ce que tu fais? Ok, c'est bon, on y va. Donc, on va essayer, et Paul-Louis, tu vas nous aider à ce moment-là à bien cadrer pour qu'on voit à la fois la prise d'empreinte, la manipulation de la caméra, et puis surtout à l'écran, on va voir comment on manipule l'écran. Donc, Maëva, je pense que c'est bon, tu vas pouvoir venir vers l'écran. Donc, je vous présente Madame Rose pour l'occasion. Merci en tout cas de vous prêter au jeu. Et donc, parce que vous verrez, c'est une empreinte extrêmement rapide et extrêmement confortable à la fois pour le patient et pour le praticien. Avec le Move, tout à l'heure, vous avez parlé du kart. C'est vrai que le Move, c'est pas un kart que vous avez, c'est un Move. Donc, c'est beaucoup plus pratique et plus ergonomique, tant pour vous que pour le patient, pour pouvoir regarder. Oui, alors je suis d'accord. En fait, quand je dis kart, effectivement, c'est le Move. Et j'avoue que je suis très fan du Move, tout simplement parce qu'il permet d'être bien positionné. C'est un super outil de com aussi vis-à-vis des patients parce que ça leur permet de voir ce qu'ils ont en bouche, ça les rend finalement participatifs, acteurs de leur traitement. Et comme on sait, finalement, quand les patients comprennent aussi ce qu'ils ont et leur traitement, ça contribue à la bonne cicatrisation et à la bonne reconstruction. Alors, donc là, tout simplement, on a vu que donc là, Virginie a préparé la fiche clinique avec les informations. Donc là, les informations sont donc là-dedans sélectionnées, c'est la 35, d'accord. Et les informations sont ici une couronne transvissée avec un implant qui a été posé, c'est de la marque Eurotechnica, le système Natural Plus, hein, vous allez pouvoir trouver tous les systèmes. Une connexion ici qui est une connexion Natural Platform, Narrow Platform, pardon, systématiquement sur les Natural Plus et Naturactis. Et on va demander une couronne transvissée en zircone stratifié. Après, en sélection de teinte, Virginie a déjà pris la teinte, on avait sélectionné A2. Et vous verrez qu'on pourra aussi utiliser le logiciel de prise de teinte
qui est assez efficace. Et puis après, ça, c'est l'onglet, le dernier onglet, c'est éventuellement, s'il y a plusieurs éléments, si on veut qu'ils soient solidarisés ou pas entre eux. Et donc, Virginie a déjà et par habitude désélectionné le profil d'émergence. D'accord ? Normalement, ça se présente toujours comme ça avec le profil d'émergence coché, ce qui aurait pour effet de nous rajouter une empreinte supplémentaire. Nous, on va le décocher, donc ça nous fait une empreinte de moins à prendre. Et si je voulais faire une empreinte de pré-préparation de la dent avant chirurgie, à ce moment-là, je cocherais la pré-préparation. Et ici, pareil, Virginie l'a très bien préparé. Vous voyez qu'elle a noté la référence du e-physio qui a été utilisé. Voilà, donc ça veut dire que ça, c'est ma fiche labo, elle est prête. Et après, de manière assez didactique, hein, donc c'est vraiment un logiciel qui est ultra simple à utiliser, et ben on va passer aux étapes suivantes. Alors après, on peut chanter des étapes, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de suivre absolument le cursus là, mais on peut très bien, par exemple, s'il y avait une hémostase qui devait attendre en bas, commencer par l'empreinte du haut, à ce moment-là, on choisirait l'empreinte maxillaire en premier. Mais nous, on va suivre la procédure qui est demandée. Alors, c'est une tête chauffante, hein, le concept, mais ça, c'est pas lui qui peut vous le décrire, tout simplement pour ne pas avoir de buée sur le miroir. Donc, oui, on va attendre. Oui, c'est ça. Bon, contrairement à… vous allez commencer à scanner, là, comme ça je peux expliquer pendant que… Oui, d'accord. Contrairement, là, le docteur Chellus en fait possède une Trios 4, donc c'est vrai que par rapport à la Trios 3, en fait, l'avantage c'est que, comme il vous l'a bien expliqué, c'est l'embout qui chauffe directement à l'aide d'un système, d'un circuit imprimé qui se trouve à l'intérieur. Pourquoi est-ce que la caméra chauffe? C'est parce qu'en fait, il y a un petit miroir à l'intérieur de l'embout, donc ça permet d'éviter la buée due à la Trios 4 a l'avantage, elle, de pouvoir chauffer beaucoup plus rapidement que la 3, puisque le flux en fait, électrique passe directement dans l'embout, alors qu'avant, en fait, c'était à l'intérieur même de la caméra, et en fait, par effet d'expansion, la chaleur se déposait dans l'embout, donc ça prenait un petit peu plus de temps. Donc là, avec la 4, elle gagne en batterie, en autonomie. En fait. Oui, puis elle chauffe beaucoup plus vite, effectivement. Voilà, donc la radio a été faite, hein, on l'a montré tout à l'heure, et puis là, on va tout simplement aller vérifier. On va tout simplement aller vérifier notre vissage. Et là, le e-physio est parfaitement vissé. Donc, je n'ai pas de doute là-dessus entre la radio et ça. Alors maintenant, comment faire l'empreinte? Alors là, j'ai mis un écarteur pour essayer de faire en sorte que vous voyez. Mais vous voyez que finalement, la manipulation est assez aisée. On va commencer par l'empreinte du bas. Voilà, on fait toujours un petit mouvement de bascule quand on arrive sur les antérieurs. On commence par la partie occlusale, comme expliqué tout à l'heure quand Cédric Lancieux était en train de parler. Et donc là, dans ce cas ici, on va se contenter d'effectuer le scan pour l'hémi-arcade. Une fois que la partie occlusale et la partie linguale ont été faites, on va pouvoir enchaîner sur la partie vestibulaire en contrôlant au niveau de l'écran pour faire en sorte qu'il y ait le moins de trous possible et faire en sorte qu'il n'y en ait même quasiment aucun. Une fois que ce sera fait, vous verrez, le docteur Chellus intervertira en fait l'embout, puisque la caméra à l'intérieur possède une sorte de gyroscope qui lui permet de savoir si elle est à l'endroit ou pas. Donc il est vraiment primordial de bien inverser cet embout pour que la caméra soit toujours dans le Alors, vous avez vu sens. que j'ai passé un tout petit peu de temps à prendre la phase distale. C'est souvent les phases distales des dents en médial des édentements qui sont un petit peu, et surtout sur le secteur postérieur, sont plus durs à voir. Voilà. Donc, oui, alors tu disais inverser la tête. En fait, je ne le fais pas systématiquement parce que ça dépend effectivement si on utilise après l'effet gyroscopique ou pas de la caméra. Donc, voilà l'empreinte du e-physio en place. Là, vous l'avez ici en couleur. Alors, une notion importante aussi, c'est qu'il faut travailler cialytique éteint pour ne pas fausser les couleurs si on veut utiliser le logiciel de prise de teinte. Et là, en fait, pour avancer un peu le boulot du labo, et comme j'aurais fait pour une empreinte physique, je leur envoie une empreinte à peu près propre. On a décidé d'envoyer une hémi-arcade. On va découper, en fait, on va mettre uniquement la partie qui l'intéresse. On va détourer globalement, ce qui fait que déjà, la réception, il y a quelque chose de propre. Oui, et puis ça prendra moins de temps à être transféré, et puis ça permettra d'aller un petit peu plus vite dans le traitement de l'empreinte. Voilà, après on a un clic pour corriger la totalité, voilà, ça supprime ça.
Des zones pareilles qui sont importantes à supprimer éventuellement si on a pris trop loin derrière au niveau du trigone rétromolaire, parce que ça peut être des surfaces qui viendront en conflit avec l'empreinte supérieure et qui peuvent nous fausser l'occlusion. Donc toujours bien aller chercher, enlever la gencive la plus distale. Là, après, on peut passer en mode monochrome, où là, on va avoir en fait une meilleure sensation de relief, on va dire. On voit parfaitement le iphysio émerger. Et puis maintenant, on va passer à l'empreinte maxillaire. Alors si, une chose, on va numéroter. Je vous coupe 2 petites secondes. J'en profite pour redire aux personnes qui étaient peut-être absentes au début du live, si vous avez des questions, vous avez l'onglet Q&R qui se trouve en bas de votre écran, et vous les écrivez et on tâchera d'y répondre à l'oral ou à l'écrit. Voilà, merci. Voilà, donc on passe à l'empreinte maxillaire maintenant. Alors, il y a deux façons de passer là. Soit vous allez avec le stylet ou le doigt aller sur l'étape suivante, ou alors aussi, vous pouvez le faire avec cet outil-là, tout simplement, effectivement, en utilisant l'effet gyroscopique. Et à ce moment-là, la caméra devient une souris et permet de passer à l'étape suivante. Et là, nous allons prendre l'empreinte maxillaire. Ouais, ça permet d'éviter à toucher. Ça permet d'éviter de toucher l'écran et puis de contaminer cet écran-là, surtout par les temps qui courent avec ces histoires de Covid. Alors, c'est une bonne observation, hein, Paul-Louis, c'est-à-dire que une notion qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, c'est une empreinte qui est rare, on va dire, c'est-à-dire que la manipulation des sprays, des pièces, tout ça est inexistant. On n'a pas de transfert d'empreintes physiques au laboratoire non plus. C'est clair que encore plus dans les circonstances actuelles, je dirais que ça justifie pleinement le fait de travailler sur du numérique. C'est un petit peu. Tout à fait. Voilà, si je peux insister sur les incisives là, prendre 2-3 zones qui me manquent au niveau palatin, au niveau des prémolaires. Je pense qu'on est pas mal. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'empreinte maxillaire supérieure. Alors pareil, hein, désolé, je suis maniaque, hein, mais j'aime bien envoyer des empreintes propres au laboratoire. Donc on va la découper. Ça va la caméra? C'est bon, vous voyez bien, Paul-Louis? On n'a pas de retour négatif en ce qui concerne la vision. Ouais. Je pense que pour tout le monde c'est propre et clair. Bon, bien sûr, ça ne rend pas aussi bien qu'en vrai, mais que vous voyez vous à l'écran, parce qu'on passe par le téléphone. Mais c'est. Ouais. Voilà, je pense que ce qu'on ne voit pas, c'est surtout tout ce qui est écrit. Après l'occlusion, là, vous allez pouvoir serrer, s'il vous plaît. Ouais. Donc, on va se mettre en position d'interprétation maxillaire. L'occlusion, c'est vraiment très rapide, puisqu'en fait, la caméra va tout simplement comparer l'empreinte 3D avec une sorte de, elle va effectuer une sorte de photo des différents repères pour pouvoir faire matcher l'empreinte. Si jamais il y a, il y a des moments où ça peut ne pas fonctionner, alors ça peut être dû à la brillance, ça peut être dû à de la salive, des choses comme ça. Il y a toujours la possibilité de pouvoir aligner manuellement à l'aide de points pour pouvoir le faire. Voilà. On peut à ce stade-là même vérifier les contacts si jamais en changeant de vue, c'est-à-dire qu'ici avec le curseur qui est là, on voit les zones d'appui, hein, d'accord, et ça nous permet effectivement de vérifier, de valider l'occlusion. Paul-Louis, est-ce que tu peux nous préciser sur l'onglet ajuster les contacts, quelle est l'utilité d'ajuster les contacts là? Ça permet en fait de garantir qu'il y ait un contact vraiment, le plus efficace possible entre l'arcade maxillaire et mandibulaire, et éviter que certaines empreintes puissent pénétrer l'une dans l'autre, tout simplement. Là, je vous montre ce que décrivait Paul-Louis, c'est-à-dire si jamais vous avez fait votre empreinte de mordu et que vous voyez que les arcades ne sont pas calées entre elles, tout simplement par un repérage de points. Donc ici, je vais me positionner sur ce point-là et là, et en fait, là automatiquement, l'empreinte va se matcher. D'accord. Et puis pareil pour celle du bas. Je vais mettre un point ici, un point là. On a une question. Oui. On a une question, docteur, en ce qui concerne la pose de l'implant, idéalement sous-crétal 1 mm ou juste acrétal pour une meilleure empreinte?
Alors, c'est pas l'implant qui fait l'empreinte, hein. L'implant, moi, je le pose en sous-cristal. Ça, c'est une autre question, enfin, c'est un autre débat. Par contre, c'est le choix du physio qui fait que lui, le physio, on en parlera sur les cas cliniques que je vous montrerai tout à l'heure, c'est le choix du physio qui fait que là, il faut qu'il soit visible par la caméra. D'accord? Soit il est clairement visible, il n'y a pas de provisoire dessus et il est clairement visible au moment de la pose. Soit vous prévoyez de mettre une provisoire auquel cas vous pouvez l'enfouir plus et le fait de déposer votre provisoire permet de revoir un peu les contours du physio et il sera aussi visible par la caméra. Mais c'est le plus important, et la question est bonne, c'est le choix du physio. Alors ça ne sert à rien de prendre un physio trop émergent, déjà parce qu'il pourrait venir en conflit avec l'antagoniste, venir en occlusion. Et puis surtout, on perdrait l'information, et je vous montrerai d'ailleurs des photos qui m'ont été données par le labo, de physio, effectivement, est posé trop haut, on perd finalement le côté intéressant du shaping platform. Alors, donc après, il y a une nouvelle. Aujourd'hui, je suis pas faire un mollo systématiquement avec les patients, je vais simplement faire un enregistrement dynamique de l'occlusion sur une empreinte sectorielle. Vous allez voir comment ça se passe. Donc là, on fait toujours en occlusion. Alors, on va déjà se recaler pour que la caméra restitue bien les surfaces dentaires. La zone bleue correspond en fait à la zone que vous avez pris au moment de la prise d'occlusion. Voilà, donc là, je suis en vert, c'est-à-dire qu'on peut y aller. On va demander à la patiente de grincer les dents à droite et à gauche. Voilà, parfait. Et là, on a un réel enregistrement dynamique. On peut faire antéro-postérieur aussi. Voilà. Parfait, merci. Ça permet d'avoir un meilleur réglage ensuite dans le dental system, dans le logiciel proposé aux prothésistes, qui sera meilleur que le simple fait d'utiliser un articulateur. C'est pareil en vrai, hein, de toute manière, en prothèse traditionnelle. Alors, vous imaginez après toutes les dérives, toutes les possibilités du système, c'est-à-dire que là, on parle d'empreintes implantaires, mais ça peut être des empreintes d'études où on montre aux patients aussi sa dynamique occlusale, son bruxisme, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un outil, là, quand on repart du début. Sachant qu'on a parfois des problèmes. Donc là, on va venir donc là, dynamique au laboratoire pour que lui puisse ajuster ses cuspides d'appui, ses cuspides libres. On peut voilà, régler. donc ensuite, il existe un onglet que je n'utilise pas, qui est la détection de caries. Et donc, on en arrive à l'étape finale, qui est de l'envoyer au laboratoire. Et là, ça part proprement au laboratoire. Donc, voilà pour ce qui est de la présentation en fait, du logiciel. Et surtout, je remercie énormément mes patients. C'est adorable. C'est super. Merci beaucoup. Donc, on va retrouver Cédric qui va, lui, maintenant jouer le rôle du labo, du prothésiste, qui va réceptionner l'empreinte. Alors, ce ne sera pas celle-ci, mais il va nous montrer comment se gère après l'empreinte sur Dental System, comment le prothésiste va l'intégrer, en sachant qu'aujourd'hui, on peut les physios calculer avec toutes les caméras, mais par contre, seul Dental System de Trichep a la bibliothèque physio. Donc, il est impératif pour ça que le laboratoire et la bibliothèque aient le Dental System. Voilà. Des questions jusqu'ici ou est-ce que je peux passer on a une autre petite question qui vient d'arriver là en ce qui concerne le trait noir sur le tuteur de l'Ephysio. Quelqu'un nous demande à quoi il sert en fait. Le trait noir. Ah, sur les physiotests. Oui, sur le tuteur de l'Ephysio. Oui, en fait, c'est tout simplement pour mesurer le degré d'enfouissement et c'est la limite d'enfouissement qui serait la meilleure par rapport au moment du choix de l'Ephysio. D'accord, très bien. Le trait circulaire noir. Et ça permet effectivement de bien positionner, de faire son choix. Plutôt que d'ouvrir un Ephysio stérile, se dire mince, c'est pas le bon, il est trop enfoui, pas assez haute. Ces tuteurs-là nous permettent tout simplement de faire le choix avec des pseudo-Ephysios pleins, du coup, qui sont stérilisables et qui permettent juste de jauger. Super, merci beaucoup. Voilà, c'est bon pour toi, Cédric, je te repasse la parole. Oui, je reprends. Ok, merci. Donc, après le scannage du patient, on va voir ce qui se passe au laboratoire pour la conception de la couronne sur un cas démo. Donc, la première étape va être de choisir l'Ephysio qui a été mis dans les commentaires, ce qui était fait à droite, en remplissant toutes les données. Et ensuite, va commencer tout ce qui est ajustement de l'occlusion, découpe des scans. Bon, là, on va voir que les scans n'ont pas été découpés au moment du scan, donc ils sont beaucoup plus complets. Tout ça, cette découpe, on le fait pour alléger les fichiers.
Ça permet d'avoir quelque chose quand même qui est beaucoup plus fluide en termes de manipulation. Et c'est vrai que si c'est fait en amont, au moins, déjà dès l'envoi, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide dans le traitement. Donc, une fois que cette étape-là est faite, on va faire la superposition des iPhysio virtuels avec les iPhysio qui ont été scannés. Donc, comme on a indiqué les types d'iPhysio, ben, automatiquement, par rapport à la dent, on va aller pointer l'iPhysio qui est scanné et l'iPhysio virtuel va venir se superposer. À partir de ce moment-là, comme on a l'iPhysio virtuel, on va automatiquement savoir où est la connexion de l'implant. Et donc, là, on voit déjà les fûts d'esthétibase qui vont émerger, puisqu'on va être sur des couronnes transvissées. Et on peut voir à gauche un analogue. Donc la première étape va être de faire la morphologie, enfin de designer la morphologie des couronnes en phase avec l'occlusion. Et la deuxième étape va être justement de travailler ce profil d'émergence. Donc tout l'intérêt, c'est que le profil d'émergence n'a pas été scanné, l'iPhysio n'a pas été démonté, et on sait, le prothésiste sait quelle est l'émergence de la gencive via l'iPhysio. Donc il va faire apparaître cet iPhysio virtuel et il va concevoir la partie émergente de la couronne en phase avec l'iPhysio. Et on voit d'ailleurs le bas qui est gris et blanc, qui est la superposition de l'esthétibase avec l'iPhysio. Donc une fois que cette étape est faite, le logiciel va ramener la morphologie externe de la couronne avec son émergence. Donc là, il y a un travail du prothésiste qui va être effectué pour épouser et donner de la fluidité dans la couronne. Et en fonction de la demande du praticien, si on veut un peu de compression, pas de compression, etc. Voilà, donc là, il y a du travail d'ajustement qui est réalisé par le prothésiste. Là, on voit Jean-Baptiste qui travaille sur le cas. Ça sert à quoi la frontale? C'est du travail de nuit? Pardon, désolé. Donc, on a la couronne ici. On voit que dans son design, il a un petit bourrelet. Il fait réapparaître l'iPhysio et il va enlever ce bourrelet de manière à avoir un profil qui est parfaitement en adéquation avec l'iPhysio, ce qui va permettre au niveau de la pose de ne pas avoir de compression gingivale et d'avoir une pose qui se passe parfaitement bien. On a vu les couronnes transvissées. Bon, après, dans le logiciel, on peut faire une mise en bloc qui va permettre d'envoyer la couronne sur l'usineuse qui a été sélectionnée. Voilà, donc là, on passe à la seconde couronne. Donc là, on peut voir nos deux couronnes qui vont être usinées pour être envoyées derrière, collées derrière sur les esthétibases. Voilà au niveau des deux couronnes. Parfait. Ok. Merci. Merci Cédric. Paul-Louis, des questions à ce niveau-là, c'est bon? Alors oui, on a une petite question qui est arrivée en ce qui concerne le positionnement de l'iPhysio, à savoir mettre en vestibulaire quel côté? Parce qu'il a une forme asymétrique, vous voulez dire quel côté en vestibulaire? Alors, il a, vous voulez dire, une sorte d'épaule parfois un petit peu plus haute. Il a, voilà, qui logiquement est censé être plutôt en lingual. Ou après, ça va dépendre de l'épaisseur des tissus. C'est-à-dire aussi bien si l'incision va être un peu plus palatine ou linguale dans le but de remettre un peu plus de tissu kératinisé en vestibulaire et qu'on a beaucoup de volume en vestibulaire, à ce moment-là, on aura tendance à mettre la hauteur du physio qui est un peu plus haute du côté vestibulaire. On est assez libre avec ça, hein, d'accord? C'est le praticien qui doit choisir quelle rotation, quel enfouissement et quel est l'axe le mieux pour les physios. Donc la position de l'iPhysio est plus dictée par le profil d'émergence que l'on a besoin pour la couronne que par la hauteur, la forme. Il n'y a pas une position particulière. Si on prend la forme D, on peut la mettre dans un sens ou dans l'autre, suivant la position de l'implant par rapport à l'émergence que l'on veut au niveau de la gencive et lui, la position qu'il a par rapport à l'os. Exactement. Voilà. C'est situer le mieux possible les émergences. En sachant bien sûr que ça reste
un pilier qui est un pilier standard, même s'il est anatomique, et qui ne répond pas à 100% des situations anatomiques. Hein. C'est-à-dire que soit après, on fait du SSA, comme fait Gary, soit on fait une provisoire quand on est en intérieur et qui va permettre, comme j'ai fait d'ailleurs sur la patiente-là, pour essayer de déplacer un petit peu les tissus au moment de la cicatrisation. Voilà, c'est vraiment de jouer avec les quatre formes et les différentes hauteurs qu'on a pour pouvoir trouver l'émergence la mieux adaptée. C'est bon ? Alors, du coup, on en arrive à la discussion. Alors, je vois qu'on s'approche de 7 heures. On verra pour les cas cliniques, effectivement. Peut-être, Paul-Louis, vous me direz à quel moment vous voulez stopper, parce qu'après, une fois que je suis lancé sur les cas cliniques, on peut aller loin. Donc, faciès du Mont Blanc, couloir Gervasuti. Une pente 50-55 degrés, 700 mètres de dénivelé. Pourquoi je vous montre ça? Parce que le matériel de base, on va dire, pour ce genre d'expé, ça va être au moins un piolet, une corde et des crampons. Et ça, c'était le début. Dans les années 70 pour ce couloir-là. Et puis, finalement, aujourd'hui, on rajouterait un baudrier, des broches à glace, un mousqueton autobloquant, un airbag, pourquoi pas, un descendeur, un casque, ouais, forcément, un DVA, et puis, bien sûr, maintenant, aujourd'hui, c'est indispensable, la GoPro. Alors, vous allez me dire, pourquoi il me raconte ça? Tout simplement parce que trop de matériel, parfois, ça nous oblige, ça nous empêche de réfléchir. Et effectivement, sous la GoPro, on a un cerveau. Et le cerveau, il est là pour nous aider à comprendre, à apprendre aussi, à s'organiser, à progresser. Et finalement, la réflexion, c'est que quand on rajoute tout ce matériel-là, c'est tout autant de matériel à entretenir, à caler, à stocker, à comprendre, à maîtriser, bien sûr. Et puis, alors si en plus on rajoute de l'électronique, je ne vous cache pas que dans le monde du ski, tout le monde aujourd'hui a un dispositif de recharge victime d'avalanche, mais personne ne sait l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais appris, parce que voilà, alors que c'est la base. Donc il faut déjà comprendre les outils qu'on utilise. Et puis si je vous parle de ça, c'est tout simplement parce qu'on arrive à cette diapo qui est pour vous montrer que moi aujourd'hui, voilà, j'ai fait une croix sur un certain type de matériel que je n'utilise plus. Et voilà, et puis du coup, parce qu'on m'offre une possibilité qui est bien plus merveilleuse, qui est celle d'avoir finalement un outil qui fait les trois, qui va permettre de faire le profil d'émergence pendant la cicatrisation, qui va me servir de scan body pour l'empreinte, et puis qui va me permettre aussi d'être un pilier provisoire. Donc voilà, on en revient à ce fameux physio revêtu d'oxyde de zircone, et avec ces trois rôles, dont la cicatrisation. Alors aujourd'hui, il y a 4 formes, en tout cas pour la gamme qui va sur les implants TK, il y a 4 formes et 3 hauteurs, ça veut dire 12 références. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, mon stock de pièces supraimplantaires, c'est 12 références. Et parmi ces 12 références, je me suis amusé à compter et je me rends compte que finalement, 90% de l'utilisation, elle se concentre sur 4 références. En fait, finalement, c'est les hauteurs 2. Principalement, et puis bien sûr j'avais besoin, de temps en temps j'avais peut-être besoin d'une hauteur 1, d'une hauteur 4, mais aujourd'hui c'est quand même 90% de mon utilisation, ce qui simplifie encore la donne, bien sûr. Après, encore mieux, c'est que maintenant j'ai plus qu'une seule référence d'analogue, puisqu'en utilisant les implants Natural Plus et Naturactis, ce sont les mêmes plateformes prothétiques, et en plus pour les 2 types d'implants, et en plus pour tous les diamètres d'implants, à part le diamètre 3. Donc, alors, docteur, on a, puisque vous parlez des références d'analogue, on a une personne qui nous pose une question en ce qui concerne les physios, à savoir si il est universel pour tout type d'implant, ou alors est-ce que c'est exclusif pour Eurotechnica? Non. Alors, aujourd'hui, c'est une douzaine de marques, et une douzaine de marques, on va dire, les plus courantes sur le marché. Hein, c'est ça? On en est toujours à 12 marques? Oui. Oui. Alors, on peut les citer, si vous voulez, mais en tout cas, tout ce qui va être effectivement du Straumann, Nobel, Antogir, il y a Zimmer, Biotech. Ouais. Donc, en fait, ça s'adresse à beaucoup de marques. Et donc, bien sûr, le e-physio sera adapté à chaque marque. Mais après, le concept est toujours le même. Donc, si aujourd'hui, vous bossez avec du Straumann, il n'y a pas de souci, vous pouvez commander des physios Straumann. Donc, c'est très bien fait. Il y a une plateforme maintenant sur Internet, sur ephysio.dental, où vous avez toutes les références, et c'est extrêmement simple. Les assistantes ne peuvent vraiment pas se perdre logiquement. Donc, et justement, parce que c'est beaucoup moins de références, alors que
on peut vous sortir tous les catalogues que j'ai de chez Nobel, de l'ancien catalogue aussi de Eurotechnica que j'utilise de moins en moins parce que toutes ces pièces-là, finalement, moi, elles se sont vraiment restreintes. Donc, c'est aussi moins d'erreurs, moins de stress pour les assistantes dans tout ce qui est ancillaire prothétique. Et puis là, on va en parler notamment pour les implantos exclusifs, puisque forcément, pour les correspondants, ça veut dire qu'ils n'ont plus du tout d'ancillaire prothétique à gérer. Il n'y a plus aucune pièce, le patient arrive avec un physio et ils font leur empreinte et puis posent de la couronne la séance suivante. Donc, c'est pareil, c'est une gestion correspondant qui est extrêmement facilitée. Après, du côté de la caméra, aujourd'hui, mes empreintes implantaires sectorielles, c'est simple, elles sont à 100% numériques. Donc, c'est fini pour les silicones. Je réserve les polymères, les silicones pour les empreintes de prothèses complètes, même si aujourd'hui, il semblerait qu'on puisse s'orienter sur des empreintes complètes aussi avec le je confirme. Reste à confirmer. Moi, aujourd'hui, je reste un petit peu frileux et j'attends que certains essuient les plâtres pour moi. Mais c'est sûr que c'est un avenir prometteur. Ça, c'est clair qu'on sera à 100% numérique, y compris pour les empreintes complètes. C'est déjà en place. Hein. On a sorti des protocoles qui permettent de le faire. D'accord. Il me semble, mais bon, j'attends de voir un petit peu. Et puis après, le temps de prise d'empreinte, en moyenne, divisé par 3. Donc, vous avez vu, et là, vous avez vu la séance, non seulement le temps d'empreinte est divisé par 3, mais c'est un stress moindre. Là, c'est le stress aujourd'hui, le stress de la présentation, mais en réalité, c'est une séance qui se fait les doigts dans le nez, même pendant le Covid. Donc, du coup, si on prend un timing empreinte, l'empreinte physique que tout le monde connaît ou a connue, globalement, en moyenne, je l'ai mesurée, elle fait 30 minutes. S'il s'agit, et donc avec toutes les galères qu'on peut connaître suivant l'ouverture de la bouche du patient, suivant le nombre d'implants qu'on va avoir à transférer, donc là, effectivement, c'est vécu plutôt comme un inconfort patient et praticien. Et puis ensuite, l'évolution, effectivement, c'est avec les scan body. On va gagner du temps parce que là, on va quand même manipuler des pièces, mais on aura déjà la gestion en moins du porte-empreinte et du silicone. Donc là, on va dire que pour un implant unitaire, on va passer à 20 minutes. Et puis ensuite, pour l'empreinte physio, c'est simple, c'est 10 minutes. Et quand je vous dis 10 minutes, je n'ai pas regardé le temps qu'on a passé. Et encore, on a discuté quand j'étais en salle de soins. Mais vous voyez que si vous prenez le réel timing de l'empreinte, je crois que c'était 1 minute 30 par arcade. Et encore, c'est en prenant du temps. Donc ça, c'est important, c'est que c'est quel que soit le nombre d'implants, que vous en ayez 2, que vous ayez jusqu'à effectivement des arcades complètes, mais l'empreinte va prendre le même temps avec le même confort. Et c'est aussi l'histoire du confort praticien qui a son importance là-dedans. Donc, avant de passer au cas clinique, dites-moi s'il y a des questions. Oui, alors on en a plusieurs. Une question en ce qui concerne le transvissé pleural solidarisé. Oui. Une personne qui me demande quid du transvissé pleural solidarisé. Alors, ça fait partie d'un des cas cliniques ou pas? Non, je ne l'ai pas mis celui-ci. On s'est, entre guillemets, amusé à faire une empreinte de 3 ephysios contigus et en solidarisant les éléments transvissés. Et en fait, c'était pour justement tester la fiabilité de l'empreinte et la passivité. Honnêtement, sur 3 implants contigus, c'est passé impeccable. Super. On a une autre question en ce qui concerne. Alors, avez-vous déjà fait des cas en seulement 2 séances avec prise d'empreinte le jour de l'intervention, Oui. peut-être sur le secteur postérieur? Oui, c'est effectivement, ça m'est arrivé. C'est arrivé sur ma mère, tout simplement, parce qu'elle habite dans le sud-ouest et que le jour où je l'ai fait venir pour sa chirurgie, j'ai directement pris l'empreinte des physios pour ne pas la faire revenir exprès pour ça. Et une dernière question, en cas de grande ROG, alors je ne sais pas ce que veut dire ROG ou sinus, plus pose implantaire en même temps, la personne nous dit « je suis obligé de tout enfouir ». Donc du coup, quels seraient vos délais de cicatrisation du pilier dans un deuxième temps en fait? Comme n'importe quel deuxième temps, le pilier, il a juste la forme, son concept qui change, mais après, il prend le même temps que sur un pilier cylindrique ou que sur, si c'est des... voilà, moi, ça va être entre 6 et 8 semaines pour avoir une stabilité tissulaire gingivale, surtout en secteur esthétique. Mais après, comme on a vu, même si on prend une empreinte le jour même, à partir du moment où on travaille sur de la transvissée,
globalement, on a moins le souci de la limite métallique, hein, si on était sur un pilier perso avec une couronne scellée. Donc après, le deuxième temps en chire, ça ne change rien. Très bien. Y compris sur les grosses reconstructions osseuses. Très bien, merci beaucoup. Plus de questions pour le moment. Je répète pour les personnes qui sont peut-être arrivées en cours, les questions, vous les posez dans l'onglet QR en bas de votre écran. Voilà. Merci, docteur. Voilà. Alors, donc, cas clinique, on va commencer par une erreur. Voilà, c'est tout simple, hein. C'est-à-dire que là, c'est un mauvais choix de physio. On est d'accord que la morphologie et le sens, enfin le sens, la rotation axiale, fait qu'on n'est pas du tout dans le concept du shaping profile. Là, on est vraiment sur l'utilisation d'un pilier comme on aurait utilisé un pilier cylindrique, c'est-à-dire qu'il n'apporte aucun intérêt d'un point de vue anatomique. Et puis même, au niveau du profil d'émergence, il n'est absolument pas enfoui, donc ce qui fait qu'on n'est que sur la partie cylindrique au niveau gingival. Donc là, ça ne sert à rien, d'accord, clairement. Donc c'était la question, quel physio choisir. Et effectivement, là, si je devais faire, moi, ce cas-là, non seulement je n'utiliserais pas cette forme-là, mais j'utiliserais préférentiellement une forme C, B ou C. Parce que ça, c'est quoi? C'est un 1. Ouais, un C aurait été bien. Ouais, et encore un D et un T3, peut-être un B, voire un C pour gérer effectivement les papilles. Après, si en testant comme ça, je vois qu'il est mal orienté, je l'enlève, je remets un tout petit coup de clé avec le porte-implant pour pouvoir faire tourner mon implant et me retrouver avec une face vestibulaire alignée avec mon physio, et à ce moment-là, il aurait été correctement orienté. Et puis après, surtout au niveau de la profondeur, bah là, on choisit quelque chose de plus court. Ça aurait pu être un B1 ou B2 éventuellement, mais là, effectivement, ce n'est pas du tout le bon choix. Donc ça ne sert à rien, on est d'accord. Est-ce que l'axe de l'implant impacte le choix de l'e-physio? C'est une question qu'on a. La question, pardon? Est-ce que l'axe de l'implant impacte le choix de l'e-physio? Bien sûr, oui. Bien sûr. Après, c'est un choix personnel. Si je pose, par exemple, sur ce cas clinique, un implant juxtacrestal, on va parler au fur et à mesure des cas cliniques à ce moment-là, je vais choisir ici, donc sur ce cas-là, un physio qui va être relativement court, puisque je ne suis pas en sous-crestal, et je vais plutôt prendre une forme 2. Et d'ailleurs, là, juste cette superposition radio pour vous montrer que la prothèse est vraiment la réplique à sa base du physio. Vous voyez la superposition radio, on a une réplique parfaite de la base de la prothèse. Donc c'est là où je vous parlais de berceau prothétique d'écrin, c'est qu'on a vraiment la prothèse qui vient s'ajuster telle que les physios. Alors du coup, oui, par exemple ici, sur ce genre de situation, avec une gencive assez peu épaisse, un implant posé juxtacrestal, on va positionner notre implant, on ne le voit pas, mais avec un pan de l'hexagone interne parallèle à la face vestibulaire. On a choisi un physio de forme C2, ici en place. Et vous voyez que la petite vis qui permet de le fixer, à ce stade-là, au moment où on a emboîté l'iphysio, la petite vis ressort de 1 mm à peu près. D'accord ? Ça, c'est déjà le meilleur indicateur pour être sûr que notre iphysio soit engagé dans l'intrado de l'implant. Si la vis ne ressort pas, ça veut dire que l'iphysio est mal engagé. Donc ça, c'est un repère visuel qui est extrêmement confortable. Cette vis, elle est imperdable, hein, donc vous pouvez la manipuler. Et une fois qu'on a choisi notre iphysio qu'on va suturer, vous voyez qu'on va choisir un iphysio qui va être relativement ras de gencive. C'est-à-dire qu'au moment des sutures, on va même se dire, est-ce qu'il n'est pas un poil trop court? Est-ce que la caméra va bien le lire? Non seulement là, elle va bien le lire, mais surtout, il faut anticiper aussi le fait qu'il y a quand même une résorption secondaire de la gencive qui va venir se rétracter et s'adapter autour du col du physio. D'accord. Et là, donc la pièce prothétique, ici, il s'agissait d'une couronne scellée, donc avec un pilier anatomique nitruré et une couronne céramique. Autre cas clinique, alors j'attendais pas ici, celui-ci, mais bon, on va en parler. Donc là, c'est une patiente avec un souci infectieux à l'apex de sa racine médiale. Et donc là, ça va être un clin d'œil à Gary. Là, c'est pour toi, celle-ci, Gary. Donc on a fait un guide chirurgical, on a déposé la couronne, on a séparé les racines.
Et on a fait le passage du premier forêt, du forêt pilote, au travers de la dent jusqu'au forêt terminal. Et une fois donc ce forage réalisé, on a extrait les 2 racines, nettoyé toujours pareil. Alors, je suis un fan du laser, Herbiomiag, et de la curette toujours bien sûr, et de la bétadine. Et puis, on a positionné notre implant, là pour le coup, clairement sous cristal, hein. Donc on anticipe quand même une potentielle résorption osseuse, et puis on va essayer de gérer un profil là d'émergence qui soit déjà ici une forme adaptée à la molaire, avec un comblement ici osseux avec du biobank toujours mélangé avec de l'exudat PRF. Ici, le choix de notre iphysio, vous voyez qu'on a choisi un iphysio C2, un peu planqué dans sa tranchée. Et donc, une fois qu'on a validé ça, on l'a revêtu d'une écharpe de PRF. On a changé la vis, on a mis une vis courte pour pouvoir mettre ici un pilier provisoire qui est sécable, que je coupe à la pince gouge. Et une fois ça réalisé, je vais tout simplement faire comme fait Gary, c'est-à-dire que je mets de la résine autour de mon pilier et sur ce petit pins clipsé. Et puis voilà, aujourd'hui, ce qu'il en est, c'est-à-dire qu'on fait un réel SSA avec un implant particulièrement enfouillé. Donc ça répond aussi à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire que là, pour le coup, on a un implant qui est très enfoui, avec un pilier qui, lui, va déjà donner une émergence prothétique molaire. Et en plus, on va optimiser ça avec ce capuchon pour correspondre au précepte du SSA. Autre situation clinique. Donc là, juxtacristal, et vous voyez donc typiquement hein, ce tuteur, donc c'est l'iphysio-test là, qui va nous permettre de choisir le bon iphysio. Et la question se posait justement sur, je pense que c'est ça hein, dont il s'agissait, hein, ce filet noir, là, ce trait noir, c'est justement celui qui nous permet d'évaluer la bonne profondeur du iphysio par rapport au recouvrement gingival. D'accord. Et toujours pareil avec la même technique, toujours du PRF, et ça donc avec notre iphysio positionné sur l'implant. Autre situation, après, quand on se retrouve sur des cas donc de plusieurs implants, où on va jongler avec les physios, et par exemple, là, je suis sur 2 sites molaires, sur une 36 et une 37, je ne vais pas forcément prendre de C2, parce que sinon, ils seraient venus en conflit l'un contre l'autre, mais j'ai plutôt choisi un B2, c'est-à-dire une forme molaire petite pour le deuxième, pour la 37, et on va... Là, ça, c'est la pose de la prothèse. Vous voyez qu'on vient à nouveau, là, en jouant sur les effets de négatifs et superposer les radios. Vous voyez qu'entre les radios de la prothèse en place et la radio des physios, on vient parfaitement reprendre les contours qui avaient été imprimés par les physios. Et là, le prothésiste a vraiment respecté pleinement ce berceau prothétique. Voilà, et puis donc cicatrisation, donc on évalue la cicatrisation uniquement à la dépose des physios pour ensuite poser la prothèse. Et vous voyez qu'à nouveau, on a ici un aménagement tissulaire qui finalement, sur 2 implants contigus, ce qui n'est pas forcément évident, a permis quand même de recréer des pseudo-papilles, tout simplement en venant pincer doucement la gencive, en choisissant les formes les mieux adaptées. Donc à nouveau, c'est-à-dire qu'au moment de la chirurgie, là, ce n'était pas une chirurgie guidée, je n'ai pas choisi à l'avance ce type de physio que j'allais utiliser, je savais plus ou moins que j'allais utiliser des formes molaires, mais j'ai choisi mes physios une fois mes implants posés, pour pouvoir effectivement trouver les meilleures émergences possibles. Et puis après, donc dans les secteurs antérieurs, c'est toujours un petit peu plus complexe. Donc là, c'est un cas donc, avec... donc c'est un cas incisif avec une fracture, c'était une fracture d'incisive de la racine, ou donc avec une provisoire, avec gestion d'une provisoire, donc avec une ligne du sourire assez haute, donc forcément un conflit esthétique. Donc là, c'est le jour de la chirurgie, l'extraction, mise en place donc de l'implant, avec toujours ce petit gap alvéolaire qu'on va combler toujours selon les préceptes de Chou, Salama et Tarnot. Et puis, on va choisir et positionner notre iphysio. On va changer la vis, mettre une vis courte. Alors là, l'os, c'était plus pour la photo pour vous le montrer, mais en fait, l'os, je le mets avant de mettre l'iphysio. Et puis ensuite, à nouveau, donc, ce petit pilier provisoire qu'on va venir recouper. Avec une clé silicone préalable, on va tout simplement réinjecter une résine auto du type Luxatum.
Et puis après, avec des anciens e-physio que j'ai stérilisés qui me servent au labo, je vais tout simplement réajuster les contours de mon incisive provisoire que je vais venir mettre en place. Et c'est elle qui va, cette provisoire qui va maintenir l'étanchéité autour des tissus. Donc ça, c'est toujours la chirurgie avec la provisoire en place. Et puis ça, c'est la cicatrisation à 15 jours. Donc avec une provisoire qui n'est pas forcément esthétique, on met toujours en sous-occlusion, ça c'est la chose la plus importante, et en sachant que, vous allez le voir, c'est un outil aussi qui est bien pour ça, c'est que ce petit pince qui est clipsé, il a un avantage, c'est que si jamais la patiente bruxe ou appuie dessus malencontreusement à la mastication, bah, ça va tout simplement déloger sans pour autant créer une contrainte excessive sur l'implant. Donc là, c'est en vue palatine. Et ici, à 4 mois, et vous voyez que la provisoire a tout simplement cédé au niveau du col là, mais ça ne nous a pas plus gêné que ça au moment de l'empreinte. On a pu déposer la provisoire, pris notre empreinte, et vous voyez que après, le pilier largement émergent et visible. Et puis, c'est toujours de la pose, où on va enlever l'iphysio. Ici, un pilier anatomique zircone. Et la couronne IMAX par-dessus. Et vous voyez, si vous êtes observateur, que le petit gap qu'on avait sur le jour de la pose, le petit gap, on le retrouve même sur le modèle imprimé du labo. Et ce petit gap-là qu'on retrouve ici, et ben, au bout de quelques semaines, c'est comblé et on a une parfaite stabilité des tissus qui ont été soutenus tout le long de la procédure. Donc voilà la situation initiale. Voilà la situation finale. Et là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas du tout perdu en fait, en termes de hauteur gingivale en gérant avec cette stratégie de Denis Tarnot. On n'a pas du tout perdu de tissu dentaire. Alors bien sûr, on aurait pu rajouter du conjonctif, plein de choses. À nouveau, après, c'est très praticien dépendant, tout ça. Le tout, comme je le disais au début de cette diaporama, c'est de parfaitement maîtriser les outils qu'on utilise. Voilà, donc j'en arrive à la fin. Est-ce que c'est bon, Paul-Louis? Est-ce que vous voulez d'autres cas cliniques ou est-ce qu'on passe aux questions? Alors, j'ai pas d'autres questions. Il y a eu beaucoup de questions qui sont arrivées au cours de cette session live, hein, comme vous avez pu le voir. Mais là, il semblerait que non, tout a été clair. Donc c'est plutôt positif, je pense. Voilà. Bon, ben, c'est bien. Alors, du coup, j'ai 2-3 slides là que tu voulais passer. Si vous souhaitez plus d'informations en ce qui concerne l'e-physio, on vous a préparé tous ensemble ce slide-là en ce qui concerne le site internet de l'e-physio, ainsi qu'un numéro de téléphone et une adresse mail pour que vous puissiez adresser vos questions. En plus de ça, peut-être le slide suivant. En plus de ça, en ce qui concerne 3Shape, donc si vous avez aussi d'autres questions, donc là ça ne concerne plus l'e-physio, mais 3Shape en tant que tel, pour des questions de demande de formation individuelle ou de groupe, vous avez les adresses qui sont indiquées aussi. En ce qui concerne des démonstrations, entre autres pour la trio, c'est des questions commerciales. Vous pouvez écrire à sales.france@3shape.com. À savoir que maintenant, je suppose qu'il y a des prothésistes qui nous regardent aussi, à savoir que désormais, nous sommes centre de formation agréé pour les laboratoires. Voilà. On a beaucoup de remerciements qui arrivent, Dr Chalus, donc, pour cette session live. Donc, est-ce que vous avez une conclusion à faire ou Merci, et merci surtout à vous d'avoir initié effectivement cette session live. Hein. Ce n'est pas un exercice très simple, effectivement, en termes d'organisation. C'est toujours un peu stressant. Tout s'est bien passé en tout cas. Donc, c'est plutôt possible. On a une dernière question qui arrive. Serait-il possible ou avez-vous une astuce pour des arcades totales transvissées? Pour les arcades totales transvissées, c'est une discussion que je vais avoir tout à l'heure, peut-être pas encore à oui, il y a des astuces. Moi, j'en ai une en tête. Il y a forcément des astuces. Aujourd'hui, ça passe par le biais de ScanBody. Je sais que Tony Musi, lui, il commence à mettre des physios. Je ne sais pas s'il fait des arcades complètes, mais il commence à faire des cas avec pas mal de. Il y en a qui commencent à faire des cas, ouais. des demi-arcades ou ouais. là, pousser un peu plus loin.
Mais après, oui, il y a des idées, il y a des choses hein, dans les papiers là. Donc, pour pouvoir faire, bien sûr, de l'empreinte d'arcade complète et avec le même concept, hein, c'est clair. Très bien. On a toujours des remerciements. Une autre personne qui nous dit: nous avions besoin de voir l'application pour édentation partielle ou totale. Nous avons besoin de voir l'application pour édentation partielle ou totale. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être cette question? Pas compris. Ouais, non plus. Non. J'ai pas compris non, la question. Non, moi non plus. Bon. Est-ce que la personne qui a posé cette question-là, en ce qui concerne l'application pour édentation partielle ou totale, peut préciser sa question? Sinon, on n'y répondra pas. Alors, on a encore autre chose. Comment est-ce qu'un labo peut devenir e-physio? Bonne question, oui. Cédric. Donc, pour devenir e-physio, il faut avoir la bibliothèque. Donc, pour ça, il faut nous contacter et on se rapprochera de vous pour que vous puissiez avoir la bibliothèque, soit aux équipants. Voilà, il y a différentes possibilités d'avoir la bibliothèque pour pouvoir designer des cas sur e-physio. Tout à fait. Peut-être remettre la slide pour les prises de contact en ce qui concerne e-physio, comme ça, voilà. Vous avez les informations qui sont ici à l'écran pour prendre justement contact. Je vais vous donner la version praticien. Je crois que c'est assez simple en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une démarche d'aller vers ce type d'outil, il faut se mettre en phase avec le labo. Et aujourd'hui, même si ça n'avait pas été le cas au tout début avec l'IRA, aujourd'hui, le process, c'est d'intégrer, de faire que les labos, qu'on puisse bosser avec nos propres laboratoires et que pas tous les labos, mais en tout cas la plupart des labos, en tout cas ceux qui veulent bosser avec du numérique et des physio, soient équipés. Donc ça se fait simplement. C'est pas, après, on va pas parler finance et tout, mais je sais qu'aujourd'hui c'est facile, quoi. Et l'idée est clairement de pouvoir continuer à bosser avec son laboratoire. C'est ça, tout à fait. Peut-être une précision par rapport à la question tout à l'heure qui était un peu étrange, à savoir s'il y a eu déjà des applications d'e-physio pour empreinte d'implants en cas de réhabilitation partielle ou totale. Si vous avez déjà eu le cas, si vous avez déjà rencontré ce cas. Mais je ne comprends toujours pas la question. Empreinte partielle. Alors, je vais essayer de répondre. Mais utilisation d'e-physio pour de la prothèse totale, donc on est bien d'accord, de la prothèse transvissée, non. Ça, clairement non, parce qu'on est sur des piliers qui sont des piliers tétra ou des multi-units ou des choses comme ça. Aujourd'hui, non, on passera par le biais de scan body pour ça, et non pas d'un e-physio. C'est pas l'idée. Après, en empreinte partielle, toujours pareil, ça va être de l'empreinte implantaire. Oui, bien sûr, on va jusqu'à une EMI arcade, là, il n'y a pas de souci, on peut faire un bridge. Hein, j'ai d'autres cas cliniques, je ne pourrais pas tout vous montrer ce soir, mais bien sûr, on peut faire des bridges avec du physio, hein, sans souci. De la même manière qu'on a mis 3 implants contigus parallèles, on a pu aller en direct implant, transvisser 3 éléments prothétiques solidaires. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais il me semble que on peut pas. Je sais pas. Alors, espérons. Espérons. Oui, ça a l'air d'être ça. Parce que la personne qui nous l'a posé nous dit bravo. Voilà. Donc merci. Bon, très bien. Mais en tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé à cette session live. C'était extrêmement intéressant pour moi aussi. Ça a, je pense, plu à pas mal de personnes parce qu'on reçoit vraiment beaucoup de messages qui vous remercient. Donc, voilà, la session live du jour va ainsi se terminer. Merci à tous pour votre participation, pour avoir posé plein de questions. Merci, Dr Chellus. Merci, Cédric Lancieux. Merci à l'IRA ETK et puis merci à moi-même aussi. Merci, Paul-Louis. Merci à moi-même aussi. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt, peut-être pour un prochain webinaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci, et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.